revoir. Bon, on va se dire tu, puisqu'on se dit tu d'habitude. Ouais, on se dit d'habitude, ok. Donc, bonjour Roland, c'est Roland Bertolini, c'est ça? Roland Bertolini, D'accord. Bertolini Orlando. Orlando. Orlando, oui. Donc, c'est un nom italien. Mes parents sont de descendance italienne et donc moi, je suis né en Italie, mais 8 jours plus tard, je suis donc venu en France et de là, je ne l'ai jamais quitté. Mes parents se sont naturalisés en 1931 et donc d'office, je suis français. Voilà. Alors, d'où? De quel pays, de quelle ville en France? Oui, d'Italie. Ah oui, oui, mais je suis né en Italie. Mais en France, installé où? Ah bien alors, mon père était chef de chantier, tous les 6 mois on changeait de ville, donc on a bourlingué toute la France entière, quoi. Et donc, une famille de sportifs à la base ou pas du tout? Non, pas du tout. Mon père n'était pas du tout sportif, parce qu'à l'époque, le sport c'était le travail, bien sûr, aîné de 5 enfants. Donc déjà tout petit, j'adorais m'amuser, chahuter et tout cela. C'était à partir de l'âge de 13 ans, donc avec une de mes sœurs, nous avons été à l'école et là on faisait de la gymnastique, cela me plaisait énormément. Et donc je me suis inscrit dans un club de gymnastique. Voilà. Où alors là, j'ai trouvé ça formidable et j'étais toujours derrière le moniteur, tu vois. Je voulais toujours être là pour faire le mieux possible. Les années ont passé, toujours... Donc là, on est dans la période 1930-1935. Non, là on plus, est dans la période de 1937, oui, par là, 37, 38. Donc j'ai grandi et à l'époque il n'y avait que de la gymnastique ou pour les gens qui étaient assez aisés il y avait le tennis. Mais comme mes parents étaient immigrés à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent, c'était un peu la misère. Donc ça s'est passé quand même dans une ambiance italienne où il y avait de l'amour et bien protégé par les parents et tout allait pour le mieux, quoi. Et est-ce qu'à cette époque-là, on savait ce que c'était ou on avait déjà entendu parler d'arts martiaux en France ou pas du tout? Non, les arts martiaux sont venus en 1935, mais par maître Kawashi. Et à l'époque, ne venait que le judo. Le judo et la self-défense de maître Kawashi. Il n'y avait aucun d'autre japonais. Les Français encore, les professeurs s'en allaient donc au Japon pour apprendre et revenaient en France pour nous enseigner ce qu'ils avaient appris là-bas, quoi. Donc maître Kawashi, c'était un homme qui faisait donc du cross-combat, self-défense. Cross-combat ou close combat? Close combat. Ah, close combat, d'accord. Et donc il était spécialisé sur le judo. C'est lui qui nous a apporté le judo en France, quoi. Et beaucoup plus tard, s'est développé le jujitsu de maître Kawashi. Est venu ensuite le karaté, beaucoup plus tard, l'aïkido. Mais à l'époque, nous n'avions pas grand-chose en dehors de ces maîtres et des professeurs qui ont été enseignés par maître Kawashi. On n'avait pas de bouquins, on n'avait pas de comment dirais-je, de cassettes, il n'y avait pas tout cela. C'était la transmission orale. C'était la transmission orale et le travail, voilà. Et comment, alors j'en reviens comment un gymnaste donc d'une quinzaine d'années pousse un jour la porte d'un dojo? Bien, ça s'est fait bizarrement, ça s'est pas fait bizarrement. Est-ce qu'il y avait déjà une nature combative? Est-ce qu'on peut dire que déjà ceux qui viennent faire des arts martiaux quand ils sont adolescents, il y a une volonté déjà de... Non, absolument pas. Chez moi, non, c'était la petite fleur bleue. Justement, donc on pourrait dire qu'il y a la peur de prendre des coups quand même, non? Et ça on n'y pense pas. Non, c'est venu différemment, non, on n'y pense pas. Mais comme malgré tout, à l'école, on me traitait souvent d'italien, puis la guerre de 40 était venue. J'ai commencé donc le sport très tôt, mais les arts martiaux beaucoup plus tard. J'ai commencé les arts martiaux à 30 ans. Et qu'est-ce qui m'a poussé aux arts martiaux à 30 ans? Donc j'avais vécu un peu la guerre de 40, j'avais subi des atrocités, j'avais vu que quand on donnait un fusil à quelqu'un, eh bien, l'être humain était très méchant. Et c'est de cette pensée-là que je me disais, il faudrait peut-être que j'apprenne à me défendre, à défendre ce que j'aime, et à défendre aussi des gens qui peuvent être agressés dans la rue. Alors j'avais fait du judo, mais le judo ne me convenait pas de trop. C'était pas ce que je ressentais en moi. C'était un sport qui était agréable, que j'aimais bien, mais qui n'était pas suffisant pour des agressivités dans la rue. Alors
je me suis penché sur le Jiu-Jitsu, qui était plus à ma portée, point de vue esprit de défense. Et après tout ce que j'avais vu en Allemagne, cela m'a porté à mieux savoir me défendre. Des choses simples, efficaces et rapides, tout en prenant soin de, pas pour une simple gifle ou une insulte, de faire du mal, mais surtout de me défendre et de protéger les gens qui m'entourent. C'était ça mon but. Donc il y a quand même à la base, même si c'est pas quelque chose qui est très très volontaire, un souci donc de se protéger quand même. Voilà, ah oui, ça venait. Plutôt que d'attaquer, mais de se protéger quoi. Voilà, c'est ça. Et de se dire que, parce qu'il y en a qui pourraient se protéger par des voies administratives ou faire des procès, mais on préfère se protéger déjà physiquement quoi. Oui, et puisque en se protégeant physiquement et en ayant appris ces choses-là, on voit mieux, parce que tout ce que les gens peuvent dire, tout cela, c'est pas toujours très très juste pour moi. Donc, Tout le monde en même temps ne va pas prendre des cours d'arts martiaux pour se protéger. ah non, non, absolument pas. Mais donc, avec les années qui s'en suivent, moi, ce que m'a apporté les arts martiaux, une tranquillité en moi, d'être bien dans ma peau, de bien comprendre les autres, et surtout ce calme absolu en soi. Même, je dirais, tellement poussé, ce calme absolu, que des fois, je le regrettais un peu d'être trop bon. Mais encore les années qui passent, cela m'apporte une bien bonne maîtrise. Donc la colère, je sais la dominer, je sais respecter les gens, même ceux qui par moments vous offensent, mais du moment qu'on ne lève pas la main sur moi, rien ne se passera. Donc c'est ça, c'est qu'ensuite, une fois la première étape du contact physique, les arts martiaux amènent à un développement philosophique en fait, beaucoup plus quoi. Au début oui. on se dit qu'on va commencer à le Oui, self-défense, oui. et ensuite on comprend qu'il y a toute une autre école à Bien l'intérieur de ça sûr. quoi. Au début, quand j'ai commencé le judo, ceinture bleue, je me voyais invincible, hein, comme quand on ne sait rien du tout, puis qu'on apprend quelque chose qui peut vous arriver à vous apporter une certaine défense, on se croit invincible, et on est bien, alors qu'on ne connaît rien, bien sûr, et par la suite on apprend. Donc on apprend des gestes bien fondés, mais ce n'est pas cela. On voit quand même la façon de comment dirais-je, pas de faire mal à l'adversaire, mais de neutraliser. Mais c'est pas ça les arts martiaux pour moi. Les arts martiaux pour moi, c'est cette sérénité, la sagesse qu'on peut y prendre et l'amour qu'on peut apporter à son prochain. Et de mieux voir comment sont les gens. Ça m'a apporté à discuter dans mon travail avec des supérieurs, calmement, aisément, mettant tous les êtres à la même hauteur, que ce soit un simple manœuvre ou un grand intellectuel. Un être humain, pour moi, c'est un être humain, et on doit avoir la sensibilité de parler humblement. Alors, quand on démarre les arts martiaux à 30 ans, on se dit pas c'est trop tard par rapport à plein de jeunes qui démarrent à 15-16 ans. Oui. Quelle est la quête qu'on peut avoir à 30 ans, même si effectivement c'est le souci, donc, comme tu disais, bon, de se défendre et de défendre ses proches, mais bon, quand on démarre à 30 ans, on se dit pas, bon, bah, je vais le faire, puis je verrai si ça me plaît, ou comment ça se passe Ayant fait beaucoup de gymnastique, Oui. beaucoup de sport, déjà j'avais l'envie de tout cela. Mais comme je vous disais tout à l'heure, comme j'étais trop doux et trop gentil, j'ai vu que la méchanceté des gens, je ne pouvais pas la supporter, ou si j'étais agressé, de rester, avoir raison, et puis de subir des gifles ou des choses comme cela. C'est ça qui m'a poussé à aller aux arts martiaux. Alors à 30 ans, comment ça se passe quand on arrive à Eh 30 bien, ans? on se présente, je ne me suis pas senti vieux, rien du tout, et je me suis senti bien, comme si j'avais 10 ou 15 ans. Je ne me suis pas senti gêné par mon âge, et comme j'étais à l'époque très souple, rien ne me gênait. Donc j'ai appris ça avec beaucoup d'amour. Et donc c'était les premiers cours en France d'arts martiaux, parce qu'il y en avait très très peu. Oui, ça se passe en 1935, donc Kawashi, moi j'ai commencé un petit peu plus tard que Kawashi, il y avait déjà pas mal d'enseignants, les gens partaient au Japon, ils revenaient, ils étaient bien à l'époque, il y avait moins d'orgueil, de vanité, on ne courait pas après les dames, on pensait vraiment à bien faire. Ce n'est que plus tard, quand les professeurs ont voulu chacun choisir sa voie, la façon de s'exprimer, que tout a changé. Mais pas sur tous les professeurs, bien sûr.
Et donc tu t'es confronté à quoi? Donc alors au judo, au taijitsu, à Alors, l'aïkido, à plusieurs alors disciplines. d'abord au judo, j'en ai fait pendant près d'une quinzaine d'années. Alors à quelle fréquence ça? C'est tous les jours? C'est une fois par Ah, moi semaine? c'était 4 fois par semaine. Et ensuite, j'ai donné des cours de jujitsu parce que cela pour moi, c'était l'efficacité que je retrouvais. Parce que quand on est agressé, il faut chercher les sauts simples et rapides. On ne peut pas faire toujours tout ce que l'on veut, ce que l'on fait en salle, pour les chutes, chuter sur le béton et tout ça. Et donc, en apprenant le jujitsu, en ayant des choses simples, j'ai créé moi-même, j'ai donné des cours de jujitsu. Donc là, j'ai fait connaissance de mon neveu, Marc Bertolini, qui à l'époque avait 17 ans, un garçon calme, qui parcourait à chaque fois qu'il venait à mes cours 12-13 km de footing pour venir me voir. Et là, nous travaillons 4 heures. Donc j'avais fait un noyau de 20 personnes qui ont débuté tous ensemble pour pas retarder comme on fait dans tous les clubs. Il y en a qui s'inscrivent au mois de septembre, octobre, novembre et ainsi de suite. Donc non, là. Et là, nous avons travaillé le jiu-jitsu de Maître Kawashi. Donc c'était un petit peu la self-défense aussi. Donc des mouvements simples, rapides, brutales quand même. Il n'y avait pas trop d'esquives. Mais cela portait à se familiariser avec la douleur quand on donnait des coups de bâton, quand on donnait des coups de poing ou qu'on se projetait. On apprenait à s'endurcir. Et c'est vrai que l'être humain, dans les débuts, il est douillet. Un petit coup, tout de suite, on va voir le médecin, on a un bleu, on s'inquiète. Et on s'aperçoit que par la suite, eh bien, on accepte mieux ces choses-là. Mais par la même occasion, ça donne une certaine maîtrise en soi. Bien sûr. Et justement, par rapport à ce même paradoxe dont je discutais avec Marc, donc, comme tu disais, c'est vrai qu'on s'endurcit à la douleur, les coups de bâton, les chutes, tout ça. Et en même temps, paradoxalement, Marc disait qu'au Japon, il y a des vieillards qui sont tout maigres, tout maigrelet et qu'on n'arrive pas à toucher. Donc est-ce que alors, le développement de la force physique est si nécessaire que ça? Non, justement, en judo, la force physique est très importante. Ou alors, il faut devenir un maître pour pouvoir projeter un élève de 110 kilos par-dessus son épaule. Et si on fait 55 kilos, il faut bien faire dans le temps. Et pour moi, je trouvais ça vraiment dur physiquement. Alors que le jujitsu m'apportait autre chose, avec un esprit tout à fait différent. J'ai travaillé pendant des mois et des mois mon esprit de combativité dans la rue. C'est-à-dire, je cherchais de voir des visages patibulaires, des visages qui vous font peur, de penser que si une personne était un peu agressive, de changer de trottoir, de revenir, d'être un peu comme un fauve, toujours à l'affût de ça, des agressivités. Mais pour en revenir à ça, à ce développement donc, du mental, parce que nous en France, on est plutôt du côté où c'est des montagnes de muscles qui effectivement ont une très grande maîtrise d'efficacité, d'intelligence, de souplesse, mais on voit très peu ce dont on entend parler en Orient, au Japon, effectivement. Donc je reviens à la personne qui semble effectivement très faible, en fait, compte, qui a une puissance mentale et qui... Ah oui. Alors pourquoi on ne développe pas ça en France, par exemple? Pourquoi effectivement on privilégie toujours justement ce côté un peu du physique? Oui, eh ben, le français en général, ou ici en Europe, on pense d'abord au physique avant de penser au mental. Et je crois que le mental, c'est primordial. Parce qu'on a une force intérieure, d'ailleurs, que tu le sais très bien que moi, que si on n'a pas cette force intérieure, il y a un ressort. C'est l'esprit qui dirige le corps. Et dans cet esprit, il faut le créer. Il y en a qui sont professeurs et qui sont très durs et qui font très mal. Il y en a d'autres, ils sont beaucoup plus philosophes, et beaucoup plus enseignants avec douceur et tout ça. Faire mal, c'est une chose qui est très facile. Apprendre à un élève l'efficacité sans lui faire mal, là c'est bon. On est dans la voie. Et surtout, le regard. Dans les yeux, on peut annuler des colères, des méchancetés. On peut annuler des combats par le regard. Moi, ça m'est bien souvent arrivé. Si quelqu'un est agressif, je le regarde calmement, et la plupart du temps, ça coupe un peu. La personne, elle se dit pourquoi je me suis mis en colère. Si les deux sont agressifs, automatiquement, ça fait des étincelles, et ils se battent comme des chiffonniers. Et donc,
Donc judo, jujitsu, donc le cours que tu montes toi-même. Et ensuite c'est quoi? C'est des voyages, c'est des rencontres avec d'autres maîtres d'arts martiaux? Donc moi, étant pas très riche, je ne suis resté qu'en France, mais j'ai eu des maîtres, j'ai eu des gens qui ont été au Japon et qui m'ont appris en particulier dans un sous-sol que j'avais fait parce que pour en arriver là, Maître Kawashi il disait à force, à technique égale, ça sera toujours la force qui l'emportera. Et quand je me suis vu un peu plus faible, j'ai appris souvent les strangulations. J'ai toujours eu une image d'un charretier dont le cheval s'était emballé et qu'il allait écraser un enfant. Et donc il y a une personne qui s'est précipitée et qui a pincé les naseaux du cheval et donc là ça a freiné. Et là j'ai pensé que les strangulations, c'était très rapide, c'était efficace et donc et ça ne faisait pas mal au sujet. Même s'il partait en syncope, la réanimation était facile à faire. Et tu as été amené justement à utiliser ça, effectivement, Oui, donc, à dans mon l'agression époque, à dans la nous, rue. ah oui, dans la rue, j'ai été agressé plusieurs fois, mais par des gens beaucoup plus méchants que le poing. J'ai été agressé 3 4 fois au couteau, agressé aussi verbalement, alors ça, ce n'est pas grave. Et ce qui m'a surpris, c'est en dehors du travail de la salle, quand on est agressé dans la rue, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas comment on va réagir. C'est spontané, mais c'est fait avec sans peur, ni rien du tout. Ce n'est qu'après qu'on réagit le danger qu'on pouvait avoir, quoi. Parce que là, quand on voit sur le tatami, on répète plusieurs coups d'esquive, mais très souvent, si le premier coup est porté, il peut tuer. Ah, exactement, le premier coup peut tuer, oui, surtout les armes blanches. Quand c'est le bâton ou la matraque, déjà cela peut tuer une personne. Un poignard en bois peut tuer une personne. Mais donc à Armes réelles, j'ai travaillé avec Marc à Armes réelles, tranchantes et tout, et on se frappait à mort avec Marc. Et on prenait une joie folle parce que on savait quand même ce que l'on faisait. Avant d'être attaqué dans n'importe quel mouvement de couteau ou de matraque. Oui, C'est la petite Léna. Oui, parce que le coup de poing, je me rends compte, des fois on esquive, mais si c'est porté à fond, tu tues quelqu'un, tu te déplaces. Donc, est-ce que quand justement, on a une maîtrise comme ça d'années d'enseignement, même quand on est confronté à se battre pour se défendre, mais on sait très bien comme on a une supériorité de technique, on peut tuer de seul coup, est-ce que ça fait pas peur de se dire qu'on peut tuer l'autre? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est toujours dans un coin de la tête? On se dit, je vais me défendre, mais en fait, quand si je me défends, je le tue, quoi. non, non. Quand on a une certaine maîtrise, on sait ce que l'on va faire et on sait les réactions que le coup porté, on sait les réactions que ça va faire sur son adversaire. Et c'est pour ça qu'en jiu-jitsu, et quand on veut faire les simulacres de douleur, et ça c'est bon, travailler les simulacres de douleur, quand vous donnez un patte d'ours en plein front, vous savez que la personne va s'écrouler, va tomber, inanimée, mais qu'elle peut revenir à elle sans avoir besoin de qui que ce soit. Quand vous donnez un coup au foie, vous savez que là, il y a un blocage, la personne va se blesser, va se baisser, vous avez le temps de vous en aller, elle va revenir à elle. On cherche toujours des frappes où le sujet peut revenir par lui-même. Il y a des coups portés maintenant où il faut ranimer. Si on fait une strangulation et qu'on l'emmène en syncope, automatiquement il faudra le ranimer. Et tout dépend comment la strangulation va être faite. Si la strangulation est faite lentement, très fort, et qu'on relâche lentement, ça va se passer très bien. Et si on fait une forte strangulation et qu'on relâche brutalement, là il peut y avoir de graves problèmes. Et comme les chocs crâniens, par exemple, vous tombez la tête, sur la tête, bien sûr. En salle, il y a les tatamis, il y a tout ça, mais même en salle, dans un choc crânien, il faut quand même ranimer la personne. Il faut lui faire un petit pompage derrière la tête et tout ça. Maintenant, si vous cassez un doigt, si vous cassez un membre, ce sont des choses qui annulent l'agressivité de la personne. Mais pour en arriver à ce stade-là, il faut que la personne soit armée, soit qu'elle soit très agressive, ou qui, par inattention, vous a fait très mal et voudrait continuer à vous lacérer de coups de pied, de coups de poing. La légitime défense, si on parle de la légitime défense, ce n'est que quand on a reçu des coups, qu'on voit sa vie en danger,
et qu'on ne médite pas de dire je viens puis demain j'attaquerai cette personne parce qu'elle m'a fait mal. Là, ce n'est plus la légitime défense. Vous la connaissez comme moi. Hein. Donc, agresser dans ces conditions-là où le sang ruisselle ou pour défendre votre vie, là vient la légitime défense. Mais c'est pas pour ça qu'il faut tuer. Mais s'il y avait malheureusement une mort qui s'ensuit, donc vous passez en justice. Oui. Vous passez en justice, mais vous avez des circonstances atténuantes. Donc on ne vous amènera pas en prison. Voilà. Et donc comment tu es amené aussi est-ce que ça se fait normalement de passer donc de jiu-jitsu, aikido, taijitsu, tout ça c'est complémentaire en fait, ou on pourrait très bien dire je ne me spécialise que dans une branche entre guillemets si je peux dire. Non, ça c'est pas bon. Si vous faites que du judo, sur un karatéka, frappe à distance, un judo c'est de corps à corps. Alors si vous êtes agressé, vous êtes encerclé, quoi que ce soit, là on se défend en judo comme on se défend en taijitsu. Mais si c'est pour se défendre, moi j'avoue que le karaté, c'est un bon élément pour le travail de rue, mais qui n'est pas suffisant. Donc tu as fait du karaté aussi? Oui. Mais comment on peut arriver à tout faire? Parce que des fois on se dit déjà de faire qu'une discipline bien sur une vie, c'est déjà magnifique. Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir le temps de tout faire? Ah oui, mais tout ce que j'ai pu faire, si j'ai fait en judo, 3 années de karaté, ou 4 années de karaté, ou du jujitsu et tout cela, ça à longueur d'année, mais ce sont des petits apports qu'on accumule. Et de tous ces petits apports, là, vous allez choisir ce qui vous convient le mieux. Alors moi, ce qui m'a convenu le mieux, c'était le taijitsu, parce que c'est très ouvert, d'une façon qu'on s'exprime, vous donnez une prise, de cette prise, on peut modifier une 5, 6 ou 10, quoi, comme on le ressent. Donc, après avoir les techniques de base et tout ce qui s'ensuit, d'après vos pensées, d'après tout ça, vous pouvez réagir. Et en dehors de cela, le taijitsu, moi, je juge qu'à l'heure actuelle, quand le karaté apprend le taijitsu le karaté, je trouve que ça s'harmonise très bien. Ça s'harmonise très bien. Maintenant, quant à l'aïkido, c'est très très joli à voir. Mais on ne travaille pas un esprit méchant en aïkido. Même dans les autres sports, on n'est pas là pour être méchant. On est là pour être bon et bien se comprendre. Mais même sans être méchant, il se peut arriver que donc en cours, on se prenne un coup qui nous mette en état de nuire pendant plusieurs heures. À quel moment on passe le degré où on n'a plus peur de se faire mal, quoi? Il y a un moment donné où j'imagine on a dû se retrouver, le bras cassé, il n'y a pas un moment donné où on arrive, non c'est trop dur, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Il n'y a pas un moment où il y a une phase comme ça de renoncement et que l'on passe et qu'après on l'accepte. Il y a un palier comme ça ou pas? Si tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Un palier où on frôle le renoncement, et puis on, je sais pas, on continue à lutter et après on passe et on pourra plus revenir en arrière. Il y a une phase où moi j'ai vu en judo... Parce qu'il y a un moment donné où on doit être brisé, où on doit se retrouver à l'hôpital, cassé, on se dit pourquoi je fais ça, quoi, non? Moi j'ai vu en judo, mes tibias ils étaient tout violets, j'avais des bleus partout. Je me mettais du coton avec des coquilles d'aluminium et puis un bandage. Et j'ai vu mes professeurs refrapper dans cette douleur que j'avais et ouvrir la coquille d'aluminium. Je me suis vu à des fois pendant 15 jours être allongé dans un fauteuil, ne pouvant pas aller au lit. Et c'est là que je me suis aperçu que la compétition, ça détruit un être humain et ça ne lui apporte rien de bon. Maintenant, c'est vrai, on a des coups, on a des doigts esquintés, on a des choses comme ça. Moi, j'ai reçu un coup de couteau, ça m'a fait 27 points de suture. J'ai subi toutes ces choses-là. Bien, c'est vrai, à un moment donné, on en a assez. Alors, on annule la compétition et on travaille que la technique. Et donc, le travail de technique... quand on est jeune, on veut faire voir de ce que l'on est capable. Alors on veut vaincre, on veut y aller, on veut attaquer. On veut démontrer. On a mal, il faut démontrer, il faut se faire voir. Il faut se prouver. Il faut se prouver, voilà. Se prouver aussi. Il faut se prouver, Ouais. voilà. Et donc par la suite, bien tout ça, ça s'annule tout doucement. Et là, on va chercher l'art martial. Parce que jusqu'à ce que je viens de dire, ce n'est pas un art. Alors c'est quoi l'art martial? Eh bien, c'est de pouvoir... de maîtriser son adversaire sans lui faire de mal. Bien lui démontrer que sans trop de force physique et sans trop lui faire de mal, on peut annuler sa colère. Et de ressentir en soi une joie intense de la maîtrise que l'on a sur son adversaire.
Ça, c'est beau. Donc paradoxalement, en fin de compte, on passe des années à apprendre des techniques de combat pour dans l'absolu ne jamais s'en servir en fait. Ah, exactement. Si possible, ne jamais s'en servir. Et la plus belle victoire, c'est d'annuler un combat, ne serait-ce que par le regard ou tout ça, par la connaissance et l'amour que l'on peut porter à son prochain, d'annuler un combat. Et c'est ça la plus belle victoire. C'est pas de se battre. Victoire et défaite, ça n'existe pas. Dans les arts martiaux, il y a toujours une règle à respecter. Et on ne peut pas savoir si on est vainqueur ou inférieur à qui que ce soit, puisqu'il y a un règlement que vous ne pouvez pas faire ce que vous désirez. Parce qu'il est toujours dit, dans chaque mouvement, par exemple en taijitsu, comme en karaté pur, comme en aïkido, comme toutes ces choses-là, un seul coup devrait, je me suis de dire ces paroles-là, il faut l'annuler de sa pensée, un seul coup de poing, un coup de pied, tout ça, doit détruire complètement l'agresseur, de le mettre hors combat. Alors à quel moment on commence à travailler sur soi-même? Parce que c'est quoi Ça vient petit à petit. Parce que quand moi qui prends des cours, on a très peu de discours, enfin, entre guillemets, d'un discours philosophique. On n'en parle jamais. Donc c'est quoi? C'est un travail que chaque individu doit prendre en compte pour lui-même et à se dire, je vais refaire pendant 50 fois le même mouvement, puis je vais travailler sur moi-même, parce qu'il n'y a pas dans les cours, le professeur ne nous dit jamais tout ça, enfin, ou très peu. Mais il y a tout ce dont tu parles là, où on découvre l'art martial sur un travail sur soi-même, on en parle très peu. On passe son temps à faire des techniques self-défense. Comment est-ce que cet éveil-là, il peut arriver chez un individu, quoi? C'est un travail personnel, on est tous très différents, il y en a qui ne feront que du combat toute leur vie, ils passeront à côté. Oui, il y en a qui passeront à côté. Moi, ce qui m'a apporté, c'est cette guerre où, avec mon père, on était en Allemagne. J'ai vu des atrocités, j'ai vu des Russes, des jeunes Russes de 20 ans, mourir du typhus, mourir de faim, bafoués, être crachés sur le visage, les voir mourir à mes pieds. J'ai vu des Allemands, je me rappellerai, je vous donne une anecdote, un Russe qui était près de la mort, il avait le typhus, il avait faim, et il y avait des pommes de terre qui étaient par terre, et il a pris des pommes de terre, et dans ses vêtements, il a mis ces pommes de terre, et là, il y a un Allemand qui le surveillait, et j'avais 17 ans. Il est venu, il lui a donné un coup de crosse, il lui a ouvert le visage. C'est dur. Ça risque que ça peut encore mal. Ouais. Alors, vous voyez, d'avoir vu tout ça, ça m'a porté à essayer de me défendre. Mais pour mon propre, à l'intérieur de moi-même, il y a toute une bonté. Alors, ce que je dois déployer à mon âge, c'est de démontrer l'amour que les arts martiaux vous ont apporté, de plus voir toutes ces atrocités mais néfastes. Donner une gifle à quelqu'un, ça sert à quoi? Alors d'avoir en soi quelque chose de pur, de propre, et puis de devenir un professeur qui doit bien enseigner et ne pas enseigner la brutalité, la méchanceté. Et moi j'ai remarqué que toutes les personnes qui sont très méchantes, il y a des personnes qu'on ne peut pas changer, ne restent pas dans les cours d'arts martiaux. Pour eux, ils n'ont pas besoin de cela. Ils ont été élevés dans la méchanceté, tout petits, mal, tout ça. Donc, ils se battent comme ils le peuvent. La bagarre de rue, qu'il faut faire très attention, parce que la rue, c'est autre chose. Donc, il ne faut jamais approcher. Quelqu'un s'approche de vous, il faut l'éviter, tout ça. Et puis, fréquenter des milieux sains, si possible. Mais cela ne veut rien dire. Parce qu'on voit dans des salles de cinéma ou dans des balles, où vous emmenez votre fiancé et tout ça, vous vous faites maltraiter, on vous maltraite votre fiancé exprès pour essayer de la défendre, et ils ne montrent que ça, ils vont vous rouer de coups, ils vont lire une dizaine sur vous. Et là, ça fait mal. Alors, il vaut mieux s'échapper de ça. Moi, j'ai vu une fois avec ma femme, aller dans un cinéma, une trentaine de gars sont rentrés, torse nu, bouteille de vin à boire, avec des paroles très insultantes. Je me suis mis dans leur diapason à eux, j'ai parlé comme eux, et puis à un moment donné, j'ai fait signe à ma femme, à un moment de l'entracte, de nous laisser passer, puis qu'on reviendrait prendre notre place, et nous sommes partis. Ça n'a pas été une honte, c'était des défenses de sa vie. Alors là, vous allez être 5e, 10e dan, dans des cas comme ça, on ne peut rien faire, quoi. Et donc la rencontre avec des maîtres japonais qui sont venus en France, ça a donné quoi comme rencontre? C'était quelque chose de formidable, parce que nous, ici en Europe, on ne connaissait pas très bien le karaté, toutes ces choses-là.
le karaté évolué. Moi, quand je vous vois travailler, la façon dont vous travaillez le taijitsu, le karaté, tout ça, on dénigrait le karaté quand on faisait du taijitsu. Le karatéka disait, oh, le taijitsu, c'est rien, parce que moi, je fais un mawashi, je me mets à 2,50 m, paf, ça va partir avec un mouvement approprié. Maintenant, le sport de combat est plus différent. Maintenant, il est devenu plus style, plus technique, moins combatif. Mais il faut quand même, les clubs, les fédérations demandent des clubs où ça fait de la compétition pour ramasser de l'argent déjà. Et les jeunes s'esquintent parce qu'on les emmène à droite, à gauche et reçoivent des coups. Mais Et ces coups, on les ressent beaucoup plus tard. Et ça, ces compétitions existent aussi au Japon? Ou pas? Parce que quelque part c'est paradoxal, puisque justement comme on a discuté, l'art martial c'est tout sauf ça. Pourquoi alors est-ce que ça dévie à ça? Ça dévie complètement à l'encontre de l'essence même de l'art martial en fait. Oui, mais parce qu'il y a toujours eu, comme en Amérique, le karaté n'était pas aimé en Amérique. Parce qu'il y a des jeunes qui s'exerçaient dans les rues à frapper des passants et tout ça pour voir si leur coup portait bien, si vraiment c'était efficace. Il fallait voir, il fallait le voir pour y croire. Et alors ça a été lamentable. Parce que comment on peut laisser effectivement les maîtres donc d'arts martiaux qui ont enseigné ça, peuvent quelque part laisser tolérer en fin de compte que ça dévie à ce point-là, qu'on en fasse des compétitions, des choses comme ça, alors que c'est à l'encontre. Je pense que c'est pas les maîtres qui ont voulu ça. Ouais. Ce sont les fédérations pour gagner énormément d'argent. D'accord. Ça fait des milliards d'argent. Et c'est grâce à des bénévoles comme nous, qui travaillons avec amour, avec les élèves, dont l'amour est réciproque. Quand on sent dans un élève, dans son regard, un amour grandiose, le professeur, c'est la plus grande joie qu'on peut lui offrir. C'est pas les coups de poing qu'il pourra donner ou quoi que ce soit, ou que nous, on peut donner à des élèves, ou vice-versa. Et puis il arrive, avec les années, eh bien, on perd sa force physique, on perd beaucoup de choses. Mais on ne perd pas son esprit. On ne perd pas, grâce à ces arts martiaux, qui sont très durs par moments, eh bien, ça vous forme l'intérieur. Et comme moi, physiquement, je n'ai plus rien à démontrer, je donne mes connaissances intérieures. Et ces connaissances intérieures se donnent par le regard, par la gentillesse, par le mouvement qu'on peut faire avec souplesse. Quand on fait une clé, on la met jamais à fond. Mais là aussi, ce n'est pas bon pour tous les élèves. Pour la personne qui comprend bien l'élève qui est très bien, donc il va ressentir toutes ces petites choses. Et donc il va être aimé. Il y a des élèves qui eux, ne veulent que ça fasse mal. Si vous ne faites pas mal, vous êtes un mauvais professeur. Si vous ne lui mettez pas de bleu, ce n'est pas bon. Et si vous êtes trop méchant, des élèves s'en vont. Alors c'est à chaque personnage que le professeur doit se mettre dans la peau de ce personnage pour bien le comprendre, pour l'amener sur une voie bien belle, quoi. Et voilà. Et surtout faire attention aux paroles que l'on dit. Surtout chez les enfants. Car chez des enfants de 10 ans, 12 ans, enfin jusqu'à l'adolescence, il faut faire très très attention. Vous avez un petit bonhomme qui est gros, qui remue mal, on ne veut pas lui dire, toi tu es trop gros, tu es une boule, tu n'es pas bien. Ou à celui qui est chétif, dire, mais tu n'y arriveras pas, tu n'as qu'à rentrer chez toi, faire autre chose. C'est gros ce que je dis là. Mais un enfant capte les choses encore plus subtiles que cela. Il faut faire très attention. On peut par exemple le gronder, avoir une intonation différente. Après cette intonation, on peut venir l'embrasser, le caresser, lui tapoter derrière la tête et dire, toi, tu progresses. Tu es peut-être toi un petit peu plus lent que les autres, mais bien souvent, c'est ceux qui ont de la lenteur, qui vont chercher les choses beaucoup plus profondément, et par la suite, tu dépasseras certains autres. Voilà. Et celui qui est méchant et qui est agressif, donc on va lui faire le reproche qui fait mal à ses camarades. Donc il va être obligé de penser, de réfléchir que chaque mouvement qu'il va le faire à son partenaire, qu'il va falloir qu'il fasse attention, qu'il garde bien la distance pour ne pas lui faire de mal et tout cela. Et tout ça, qu'est-ce que ça apporte au professeur? Ben, un grand amour. Et ce qui est beau en plus à mon âge, c'est que je suis parmi les jeunes encore. Je suis parmi eux. Et eux m'apportent énormément. D'être professeur, c'est très dur. Par moments, on se dit, j'aurais mieux fait autre chose. Parce qu'on n'attend pas un remerciement, mais on attend un regard d'amour. Et c'est pas souvent qu'on l'a. Chez les enfants, oui, mais chez les adultes, non. Surtout chez les adultes qui commencent à progresser et qui se croient déjà en haut des marches, hein, en haut du podium.
et qui ont encore tout à apprendre. Ça arrive. Ils sont rares, mais ça arrive. Et quand cela arrive, c'est très mauvais. Oui, c'est ce que... Ça fait mal au cœur. ouais. Ouais. Parce que comme j'entendais souvent dire, quand on devient noir, en fin de compte, on a encore tout le reste à apprendre, quoi. Ben, je crois que moi, à l'âge que j'ai, tout ce que je sais, il me semble que j'ai encore tout à apprendre. Mais alors c'est quoi c'est tout à apprendre? Eh bien, c'est parce que c'est les choses subtiles qu'on n'a pas retrouvées, puis dans ce pof, ça s'éclate. On a travaillé pendant des mouvements, des mois et des années un certain mouvement, et à des fois pour un petit taille sabaki de peut-être 10 ou 15 cm de plus, on sent une facilité dans le mouvement. Comme dans les blocages, comme dans toutes Donc, ces c'est choses-là. la recherche permanente de la perfection. Ah, c'est la recherche permanente de la perfection. Et là, aujourd'hui, vous êtes à Belle-Île, que je vous vois travailler, mais je suis vachement amoureux de ce que vous faites. Et c'est là que je vois la progression de ce que moi j'avais appris dans le temps, qui était plus brut, plus sauvage, mais tout en faisant de la philosophie et en méditation. Faire beaucoup de méditation. Alors ça justement, on en parle très peu dans les cours, je crois en France, enfin ça dépend des professeurs, mais cette méditation, comment elle se développe, comment elle s'enseigne, comment toi tu l'as appris? Eh bien, déjà, je l'ai appris par les difficultés de la vie, par les agressivités de l'un ou de l'autre. Si c'est pas physique, c'est par le regard ou c'est par la parole. Et c'est ça qui m'a poussé petit à petit de rentrer dans les arts martiaux. Oui, donc c'est ça, c'est la souffrance qui amène à la recherche de la quiétude. Au fond. Malheureusement, c'est ça, oui. Je crois que c'est un parcours qui est C'est presque ça. obligé, quoi. Voilà. Mais en fin de compte, ça, est-ce que il y a des gens qui ne font pas d'arts martiaux et qui ont aussi cette quiétude, donc je veux dire, c'est quelque part un peu plus lié à l'individu que... Alors, je crois que c'est dû à l'intelligence Ouais. et à l'éducation que l'on a reçue. Tout part de là. Et en même temps, dans une même famille, deux frères peuvent être complètement différents. Ah oui. Donc ça tient vraiment à la personne elle-même qui a envie de faire ce travail sur elle-même. Et bien sûr, parce que chaque être humain est tout à fait différent. On verra bien dans une famille un enfant qui est très agressif et qui ont été élevés tous les deux en même temps, pareil, par les mêmes parents. Donc il y a cette volonté effectivement d'une recherche de quiétude, de force intérieure, Oh là là, alors et ça- qu'on essaie également de lier donc avec la perfection du geste, quoi. Voilà, ça c'est la plus belle chose. C'est l'aboutissement des arts martiaux. Voilà. Et ça, c'est une vie. Et ça c'est une vie. Et une vie c'est pas suffisant pour tout savoir et tout connaître. Et quand on arrive à la limite de la vie, ben on s'aperçoit que on a encore tout à apprendre. Et on devient beaucoup plus humble. Il est très difficile quand le corps ne répond plus à l'esprit. Dire je ne peux plus chuter, je ne peux plus faire ci parce que j'ai un problème de colonne vertébrale ou j'ai des ligaments qui ne vont pas ou je me fatigue beaucoup trop vite. Et alors là, on est obligé d'avoir éduqué de bons élèves qui vous remplaceront. Et ce que vous ne pouvez plus faire, on sent dans le regard de ce nouveau professeur un amour qui communique bien. Et à ce moment-là, le professeur redonnera, si possible, tout son intérieur. Tout ce qu'il a dans son intérieur, il le donnera. Et là, on arrivera peut-être à faire quelque chose de valable dans les professeurs. Et on voit à l'heure actuelle des gens qui vont passer des grades que pour l'amour des dames et pas autre chose. Oui, c'est de la promotion, quoi. Voilà, c'est ça. Et quand moi je me suis présenté que je n'avais plus rien à démontrer pour faire plaisir à mon responsable qui était Dominique Bouny, qui était responsable de Bretagne, je ne voulais pas y aller, il m'a poussé à y venir. Je l'en remercie d'ailleurs, parce que quand je me suis présenté devant le jury, je n'avais rien à gagner et rien à perdre. Alors c'est été fait dans une chose de décontraction totale, de mouvements qui ont été bien appris, si possible, et puis dans l'oral, d'avoir ressenti que l'homme qui était présent devant eux n'avait pas que l'esprit du mouvement ou de l'efficacité du mouvement, mais qu'il y avait une certaine sagesse qui les ont émus énormément. Justement, j'en reviens à cette histoire de promotion que peuvent avoir certains élèves qui ont envie de la carotte un petit peu. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait que, comme un peu, je fais une parenthèse qui vaut ce qu'elle vaut, mais comme à l'école, on a des récompenses, on a bien travaillé, effectivement, on a en France, je crois dans d'autres pays aussi,
des ceintures. Est-ce Oui. qu'il n'y a pas aussi, donc on continue malgré tout à développer ce côté du meilleur que l'autre, quoi. Je veux ma jaune, je veux ma verte, je veux ma bleue. Est-ce que Oui. c'est si indispensable que ça de passer des ceintures? Absolument pas. Mais pour l'Européen, oui. Pour les Japonais, peut-être pas, ils n'ont pas le même esprit que nous. Moi, demain, on me met ceinture blanche. Quand j'ai commencé avec Marc, je me mettrais très bien ceinture blanche. Marc ne l'a jamais voulu parce que je suis son oncle. Et puis il a respecté, il avait un amour profond pour moi. Il dit non, tu gardes ta ceinture. Moi, pour lui faire plaisir, j'ai gardé ma ceinture. Mais je me sentais terriblement gêné parce qu'une ceinture noire ne sachant pas faire le taijutsu, on redémarre à zéro. Mais non, mais tous les élèves de Marc ont très bien compris cet amour qu'il y avait entre nous deux. Et puis que, progressivement, moi, ça ne me gêne pas à l'heure actuelle, à l'âge que j'ai, d'avoir une ceinture qui travaille avec moi et qui pourrait me dire, mais monsieur, de cette façon-là, vous ne croyez pas que ça serait mieux? Si la chose est valable, je l'en remercie. Mhm. C'est pas donné à tous les professeurs, parce que ça les diminue. Mhm. Alors, quand je vous reprends au sujet des dames, oui, c'est vrai, c'est bon d'avoir des dames. C'est une chose méritée, mais quand elle est vraiment méritée. Mais quand une personne veut passer des dames, et sachant qu'elle n'a pas ce mérite-là, sachant que d'elle-même, elle va se présenter, mais qu'elle n'est pas encore formée pour avoir cet autre dame, alors là, ça ne va pas du tout, là. Ce n'est pas dans le vent. Et Ce ça n'est existe. pas bien. Pardon. Et ça existe. Et ça existe de plus en plus, Est-ce que malheureusement. c'est pas dangereux pour tous les gens qui viennent ensuite apprendre? Ah, c'est terrible. C'est là, un élève doit chercher son professeur. Quand vous êtes dans la région parisienne, vous avez plusieurs clubs, donc vous allez travailler avec un professeur. Le professeur ne vous plaît pas, et il faut le quitter. Vous n'aboutirez à rien. Jusqu'au jour où vous allez communier avec ce professeur et vous allez trouver la chose belle. Alors là, il faut y rester. Mais cela n'empêchera pas de faire des interclubs, de connaître bien des choses, parce qu'un seul professeur ne peut pas tout apprendre, car lui-même, il ne sait pas tout. Alors il est bon donc de contacter d'autres professeurs qui, donc, avec cet amalgame, va vous former de ce que vous voulez capter. Et là, vous deviendrez autrement. C'est pour ça qu'en France, maintenant, on est champion du monde de karaté, on est champion du monde de ci et de là. C'est parce qu'on a passé entre les mains de plusieurs personnages. Mhm. Voilà. Alors le compétiteur va chercher un prof qui soit très dur, qui ne marque que ça. Les fédérations vont chercher justement pour leurs valeurs et les rentrées d'argent. Je m'excuse de parler ainsi, mais c'est vrai. Hein. La valeur, elle n'est que dans l'amour et pas dans l'argent. Voilà, là, c'est ça. L'être humain doit s'aimer. L'argent, on doit la mettre de côté. Mais maintenant, c'est l'argent qui prime. Et puis voilà, et puis il y a des professeurs qui veulent gagner des dames qui ne méritent pas, mais qu'on leur donne quand même, parce qu'on sait que cet homme-là va rapporter de l'argent, et ainsi de suite. Mais moi, je me mets dans la peau de ce personnage. Eh bien, il doit être très malheureux, il doit être très triste. Il n'est pas du tout ce qu'il devrait être. Il n'est pas dans le vent, même s'il était sixième dan. J'aime mieux faire une valeur d'un premier dan, qui vraiment est plein de cœur, plein de connaissances, dans la bonne technique, parce que le combat, on s'en servira jamais de toute façon. Si possible, on s'en servira jamais. Et si on est agressé, on est suffisamment entraîné, avoir subi des coups bien à l'avance, et donc vos réflexes seront bien conditionnés. Vous serez étonné comme moi j'ai pu l'être quand j'ai été agressé. Mais ça va à une vitesse incroyable, parce que tous les gens qui essayent de vous agresser, c'est des petits loupards ou c'est des choses comme ça, des gars qui attaquent toujours des faibles, des personnes qui n'ont pas de connaissances, qui ont déjà peur devant l'agressivité. Et alors là, ils sont en plein pouvoir. Et ça, on arrive à maîtriser sa peur? Oui, on arrive très bien à maîtriser sa peur. On ne peut pas avoir peur. On ne peut avoir peur avant ou après, mais pas pendant. C'est pas possible. Si on a peur, on ne vaincra jamais. Même dans des compétitions techniques ou tout cela, eh bien, si on a peur, on ne gagnera jamais. Et alors, quand on fait des randonnées en interclub, donc là aussi, la peur peut naître. On perd un peu de son efficacité, on devient plus rigide, on pense moins au déplacement, et on regarde le personnage. Moi, j'ai vu à Gobertin, dans les débuts, regarder mon adversaire avant de combattre. On sait qu'il y avait une poule à faire, alors on était plusieurs.
Je les regardais, je leur souriais, tout ça. Donc il ne faut pas faire ça. Vous les mettez en confiance. Alors, et d'ailleurs, pour en venir au combat là, pur, là, j'entends des fois deux discours. Est-ce qu'on regarde dans les yeux ou on regarde les mains qui vont bouger? Ah non, on regarde le visage, on regarde les yeux. En regardant le regard, c'est primordial. Et je n'arrête pas de dire, les yeux, regardez les yeux. Avec les yeux, vous voyez tout le corps. Si Voir un Mawashi partir. C'est voir, oui, oui, parce que par exemple, un mawash ou un maigiri, au moment où il y a un mouvement de hanche, la jambe se lève, c'est au moment où la jambe se lève qu'il faut partir, qu'il faut attaquer. Il ne faut pas attendre que la jambe arrive, c'est beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Et j'ai bien appris ça avec Marc. Et c'est vrai, quand on vous fait un maigiri, puis que vous faites un effacement intérieur, vous prenez la jambe de par en dessous, et puis après vous faites un crochetage, eh bien là, on est bien. Et en le regardant dans les yeux, on voit tout de suite le moment de hanche qui se lève, ou du point qui va partir. Vous avez vu certainement dans les karatékas qui, tout doucement, avec leurs pieds, grignotent pour approcher. Mais la personne qui est assez experte voit tous ces rapprochements. Et cela, alors là, autre chose que moi, quand on voit les maîtres, ils savent à l'avance ce que vous allez faire sur lui. C'est comme un joueur d'échecs, il anticipe. Voilà. Ah oui, l'anticipation. Et la rapidité, quoi. Ah. Plus rapide. Quoi. Alors, la rapidité, pour moi, ça compense la force. C'est la rapidité qui va primer. Et surtout l'esquive. Surtout l'esquive, parce que même en karaté, quand on voit des combats de karaté, de première dan ou des choses comme ça, on voit on sent qu'ils veulent gagner. On sent qu'ils veulent marquer. Et à des fois, ils reçoivent des coups, puis alors là, il naît une petite hargne. Et donc, on va faire mal. On pense à faire mal. Quand vous tombez sur des danes plus élevés, pas question de dan, disons d'un élève ou d'un tajitsuka ou tout ça, qui a une maîtrise. C'est la maîtrise en soi. C'est ce calme absolu qu'on a en soi, qu'on regarde bien l'adversaire, ou qu'on va faire un mouvement de poing qui va le faire lever les yeux, et puis on fait un maigiri, et de faire des esquives, de faire semblant. Mais j'ai remarqué souvent, quand on part, il faut essayer de pénétrer tout de suite. Il faut pas faire des semblants de pénétration. Ça ne sert à rien, et on se diminue soi-même. Alors, il faut chercher le trou. Et quand le sujet a bien travaillé longuement avec de bons professeurs qui voient l'ouverture, là ça part. Et c'est quand, moi j'ai toujours vu Marc, il voit le trou, il voit tout ça. Bon, ça part, on ne sait même pas comment c'est arrivé. On dit je me suis bien protégé ou pas. Non, il a vu l'ouverture. Et quand on combat, qu'on n'a pas trop d'années d'entraînement, eh bien on ne voit pas tout ça. Et donc on se fait mal, on se donne des coups, des fois un coup de coude sur le dessus du pied ou des choses comme ça. C'est parce qu'on n'a pas vu l'ouverture. Puis il ne faut pas avoir peur d'en prendre aussi, du coup. Ah oui, il ne faut pas avoir... Ah oui, bah si on a Parce que peur... quand on pénètre comme ça dans le périmètre de l'autre, on peut très bien en prendre un aussi. Donc Oui, c'est sûr. Eh ben oui, mais là, il ne faut pas avoir peur. Ou alors, si on a peur, il faut changer de métier, il faut changer de sport. Oui. Ah oui, il faut changer de sport. D'abord, si vous avez peur, vous faites semblant de rentrer, mais la peur vous fait reculer et vous n'aboutissez qu'au bout de vos 2 minutes, vous n'avez rien fait. Et vous vous en voulez à vous-même. Moi, je me suis vu mon premier combat en judo. Bon, j'étais ceinture jaune. Et j'avais donc 30 ans. Et comme j'étais déjà un grand garçon à côté de certains, eh bien, on s'est tenu comme ça, accroché pendant 2 minutes. On n'aboutit à rien. J'étais voir mon professeur, j'ai été m'excuser. J'avais honte de moi. Voilà. Oui, parce qu'on cherche et on ne sait pas comment... Eh oui, on ne sait pas. On n'a pas de connaissances, on n'a rien. C'est pour ça que... Mais ça, c'est des phases obligées aussi, peut-être. C'est des phases obligées de doute et d'errance pour passer à autre chose après. Bah pour oui. se motiver, pour dire plus jamais je manquerai de combativité. Voilà. Et donc, cela, vu cette honte que l'on a en soi d'avoir mal travaillé, donc on apprend petit à petit de mieux en mieux. Et moi, je dirais toujours aux élèves, n'oubliez jamais vos techniques de base. Parce que déjà, avec les techniques de base, on peut faire déjà de petits randori appropriés, soit sur paratimi, soit par clé, soit par projection. Après, mélanger les deux. Après, ne travailler qu'avec les poings. Un qui attaque, l'autre qui part, ou les deux qui attaquent, ainsi de suite. Après les pieds, puis après les pieds et les jambes. Et comme dit toujours Marc, c'est le chat.
pas. On n'est pas là pour se frapper, pour se faire mal, mais pour travailler les réflexes. Tac, tac, hein, j'ai appris, bon, je vais reprendre par là. Et donc l'esprit travaille, et l'esprit amène vos doigts et vos mains aux beaux endroits. Alors, je vais peut-être me lancer dans une polémique, je ne sais pas si elle mérite D'être dite. de tomber sur le tapis, par rapport justement à cette discipline, donc à ce sport de combativité, donc développé par le Japon, l'Orient. Nous aussi, on a des sports en France de combat, j'ai envie de dire la boxe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette culture, cette philosophie dans la boxe, par exemple? Je prends la boxe parce que c'est aussi du rentre-dedans, quoi. Et qu'on l'a avec cet enseignement japonais. Pourquoi il y a une telle différence? Mais dans la Parce boxe... que c'est deux combats aussi. Oui, mais dans la boxe, il n'y a pas les coups que l'on donne. Il y a le boxeur qui travaille sa technique, qui ne pense pas à marquer des coups et puis des KO, que le gars il tombe. Il y a toute une philosophie aussi dans la boxe. Il y a, comme nous l'avons en taille, comme nous l'avons en karaté, en aïkido. L'aïkido, il y a une très belle philosophie en aïkido, qui est pure, qui est nette, qui est claire. C'est de faire le vide devant l'adversaire sans le toucher, juste à temps que sa colère s'estompe. J'essaie de bien comprendre ce que tu dis. Quand tu dis qu'il y a une belle philosophie, c'est à chaque fois lié par rapport à la discipline des mouvements qui sont enseignés. C'est ça. C'est ça la philosophie. C'est ça. C'est ça. Oui, C'est que ça. par rapport aux mouvements, il y a des philosophies différentes parce que ton corps se déplace dans l'espace d'une manière différente d'une discipline à l'autre. Et donc ça développe d'autres choses en toi, c'est ça? Ah oui, c'est ça, oui. C'est ça? Je me suis peut-être mal exprimé, Non, mais j'essaye c'est ça. de comprendre. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est totalement ça, oui. C'est ça, donc ta manière, donc c'est pour ça que tu as des disciplines qui peuvent mieux t'aller que d'autres. Il y a des où tu es mieux dans l'esquive, Voilà. alors qu'il y en a qui auront plus besoin de rentrer dedans et tout. Moi, quand je faisais mon jujitsu, donc j'attaquais franchement. Alors donc Marc, je l'ai connu très jeune, il était merveilleux, hein. Il est toujours merveilleux de toute façon, je dirais jamais le Il contraire. est costaud. Ah, puis il est costaud, oui. Et puis lui, s'il veut faire mal, il fait mal. C'est ça, chez cet homme, hein, qui est mon neveu, quand il veut faire mal, il fait terriblement mal. C'est un destructeur. Mais alors, quel professeur! Que d'amour il met dans tous ces moments qu'on a vus ce matin. Moi, je le vois tout jeune, je vois tout ça. Marc, il avait, ici en France, un maître japonais. Il parcourait 200 km le samedi ou 250 km pour aller le voir chez lui. Et il travaillait chez lui. Et il en voulait, Marc. Et toujours il en voulait. Mais avec ça, avec une philosophie, une intelligence, un savoir-faire, et puis, comment dirais-je? Qui te doit. Oh non, faut pas dire ça. On se doit mutuellement. Grâce à toi aussi. Ah oui, oui, C'était un point de d'accord. départ. Oui, mais lui, il me dit grâce à moi, et maintenant je dis moi grâce à lui. Parce que j'ai fait 20 ans de plongée sous-marine, j'ai fait des passages sous la glace, j'ai fait la spéléo, j'ai fait des sauts en hélico, j'ai descendu les gorges du Verdon, j'étais l'un des pionniers à faire toutes ces choses-là. J'ai vécu dans des moments très difficiles, ou près de la mort, où j'ai manqué de mourir en 68. Il me restait plus que 10 minutes d'autonomie, perdu dans une grotte immergée. Et donc ça m'a apporté beaucoup d'amour. Donc, mais ça c'est une volonté d'expérience que tu as toujours eue. C'est pas parce que tu as fait des arts martiaux que tu as eu envie de tenter d'autres choses. C'est quelque chose que tu aurais fait sans avoir fait d'arts martiaux. Ah oui, tu aurais oui. fait de la spéléo, de la plongée. Ah oui, exactement. C'est ça. J'ai créé un club de cyclotourisme. Et dans ce club de cyclotourisme, je me suis trouvé à avoir acheté un petit bout de terrain dans un terrain de camping. Et tous ces gens qui étaient là, c'était des anciens routiers, des gars bruts ou qui buvaient, qui étaient dans des propos désagréables, des insultes de partout. Je suis venu dans ce camp, j'ai sauvé à peu près 8 personnes, de jeunes personnes qui se mettaient à boire. Les personnages en question, quand ils se mettaient en colère, je m'amenais, on me disait Monsieur Bertolini, alors que les autres personnes, je ne dirais pas devant la caméra les paroles qu'ils ont dites. Et donc pour moi c'est une joie d'apporter cet amour. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours essayé de défendre les plus faibles, ceux qui sont rejetés. Ça pour moi c'est une vie personnelle. Est-ce parce que j'ai souffert pendant la guerre, que j'avais 17 ans, j'avais quitté les jupes de maman, et puis maltraité, 36 heures de travail sans arrêt, 24 heures, et par un froid terrible, moins 17 degrés, avec le vent de la mer du Nord, et puis tout, voir les gens mourir à mes pieds, voir des tas de cadavres à 17 ans,
C'est affreux, affreux. Et quand on voit pas mal de professeurs qui sont, entre guillemets, un petit peu usés, esquintés, on se dit logiquement le maître ne s'être jamais fait mal en fait, puisqu'il il est le plus fort. Pourquoi est-ce généralement, en fin de compte, on rencontre des hommes qui ont des hanches brisées, qui peuvent plus marcher? Pourquoi ils ont besoin, parce qu'ils ont besoin de se prouver quand ils étaient plus jeunes et ils payent les pots cassés ensuite plus tard? Est-ce qu'on peut très bien mener une vie d'arts martiaux sans jamais être confronté, être à 70 ans, sans avoir de problème de hanche, de rotule, mais être aussi bon qu'un autre qui, lui, a mal de partout? Ben oui, mais ça, c'est chaque individu. C'est Il y a l'usure de la vie. Il y a déjà dès votre naissance, voir comment étaient vos parents, tout ça, comment c'était. Il y a des personnes qui, dans leur vie, n'ont jamais été malades. Et il y a des personnes qui ont été blessées par les arts martiaux, qui ont des tas de choses, d'arthrose, pas d'arthrose, parce que ça c'est autre chose, mais des problèmes de hanches, de genoux, surtout de genoux. Parce que je pense Et à... quand on frappe dans des murs et qu'on frappait avec marque dans des planches, dans des arbres, des coups de pied, tout ça, ça n'arrange pas les articulations. Alors quand on est jeune, tout ça, ça va bien. Mais en vieillissant, tout ça, ça ressort, bien sûr. Mais ça aussi, donc, je veux dire, c'est une phase obligée par chaque individu j'ai envie de dire, de se purger, quoi, pour arriver à l'essentiel. Il y a un moment donné où, comme il me racontait Marc, effectivement, une époque où il en voulait, il se faisait toutes les remontées de ceinture. Puis à un moment donné, c'est pas qu'on regrette, mais qu'on se dit c'était pas si nécessaire que ça, j'avais pas besoin de tout ça en fait. Mais on a été obligé de le faire à ce moment-là. Oui, on se sent valorisé quand on fait ces choses-là. Moi, je sais que pour démontrer l'intérieur de soi dans une frappe d'un coup de poing, toute votre vie est au bout du poing, au bout du pied, au bout de vos doigts. Si vous n'avez pas dans votre frappe cette idée que toute votre vie est au bout du doigt quand vous allez frapper, ça n'aboutira à rien. Vous ne traverserez rien. Alors que, par exemple, si vous prenez mon bras et que vous essayez de me plier, mon bras, vous l'avez déjà fait ça avec Marc, hein, et puis qu'on prolonge le mouvement dans le lointain sans faire d'effort physique, c'est un bien en soi. On voit qu'il n'y a pas que la force musculaire, mais que c'est tout l'esprit qui dirige tout cela. Mais ça justement, donc on l'a déjà fait en atelier, enfin en cours, mais bon, c'est vrai qu'on a beau se le dire, mais ça on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas de notre monde, qui est comme si c'était, on rentrait chez un temple Bouddha, enfin je veux dire, je plaisante, mais est-ce que moi, petit français moyen, je peux arriver à prolonger l'esprit du bout de mon doigt? Ça me semble un peu de l'hébreu, quoi. Alors je veux bien essayer, mais on m'apprend pas à raisonner comme ça. Comment est-ce que je peux y arriver? Bien, c'est grâce à vos professeurs qui vont vous montrer comment il faut faire. Dans les débuts, vous allez mettre de l'effort, et puis, bon, votre bras fléchira pas, mais vous allez mettre toute votre force musculaire dans cette main. Alors que de rien mettre du tout, ça tient. Alors donc, il y a un petit enseignement. Cet enseignement, il n'est pas long, il s'apprend rapidement. Et ça va vous donner une force de l'esprit intense. C'est quoi? C'est aussi comme savoir respirer, savoir s'oxygéner, savoir faire le vide, savoir s'annuler physiquement et laisser travailler l'esprit. Mais ça, j'ai l'impression, en fin de compte, que personne ne peut l'enseigner à personne. C'est quelque chose qu'on découvre tout seul, ça, non? Ah non. Non. C'est un enseignement quand même. Ah oui, c'est un enseignement. Quand oui, mais c'est jamais dit, c'est toujours sous-entendu, mais c'est jamais expliqué concrètement comme pour un coup de poing. Un coup de poing, on le montre, non, tourne pas le poignet comme ci ou comme ça. Ça, cet enseignement de l'intériorité, on en entend très peu parler parce qu'on ne sait pas comment l'expliquer. Mais je crois que je veux dire, les professeurs... c'est pas aussi clair que ça, quoi. Moi, je trouve que les professeurs, quand on donne un cours de karaté, un cours de taille, ça demande 1h30, 2 heures, c'est déjà court, tout ça, 2 heures. Après, s'il faut philosopher ou expliquer tout ça, il faudrait suivre un autre cours. Quand on fait des cours de relaxation, où qu'on se met sur le dos, qu'on se décontracte au maximum, qu'on ne pense plus à rien, et puis qu'après d'un seul coup on vous dit, vous êtes sur une plage, le sable est chaud, et tout doucement vous vous enfoncez dans ce sable, vous êtes très lourd, vous êtes très pesant. Eh bien moi j'ai vu avec des élèves, j'avais 24-25 femmes, et on n'avait pas de tatami. Alors j'avais développé une moquette. Et cette moquette, j'ai fait mettre les gens dessus. Ça a duré 3/4 d'heure. Et alors là, vous êtes complètement relaxé,
Mais ici, je ne peux pas le faire ici, parce qu'avec la personne qui m'aide, ça ne lui plaît pas trop. Et donc, après, j'ai vu la personne se lever la moquette et avoir toute sa transpiration de son corps sur le sol. C'était pas un sol humide ni rien, le sol bien sec. Pour vous dire à quel point que tout ça va bien. Si vous prenez ma main avec énergie, que je vous tiens avec énergie, c'est deux énergies qui s'annulent. Vous prenez ma main, je la laisse toute molle, vous ne savez pas quoi faire avec. Vous tenez quelque chose qui ne réagit pas sur votre force. Et donc ça s'apprend. Là, quand on parle maintenant surtout sur les Kyusho, sur tout ça, moi, à mon âge, je me transporte sur ces choses-là, sur les points, sur tout ça, parce que si je suis pris, par exemple, en immobilisation... Les Kyusho, c'est quoi Les Kyusho, ce sont... Alors, les atémis, c'est des coups de nez, c'est des coups frappés. Les Kyusho, c'est des coups qui ne sont pas frappés, mais qui sont des pincements, des arrachements, des points où l'on peut pénétrer, mais il n'y a pas de frappe. Et donc, on va chercher tous ces points-là. Alors, tous ces points-là s'apprennent. J'ai une tête de mort, là. Alors, quand on reçoit un petit coup sur les pommettes, ici, donc ça fait mal. Il y a juste un petit os qui est là. Hein. Et quand on prend l'angle de la mâchoire, où passent les nerfs, par exemple, quand un nez saigne, le nez saigne. Bon, là, hier soir, j'avais de l'oxygéné avec du coton. On met dedans, l'oxygéné atténue le sang et tout ça. Dans la narine qui est en question, on serre un bout de cordon et on le serre très fort. Donc il y a un profil qui vient et qui peut arrêter votre petite hémorragie qui est légère. On peut faire des points derrière la tête, des coups de nez qui momentanément arrêtent le circuit sanguin qui est très court, mais ça empêche. Et ça, on apprend tout ça dans les cours ou il faut faire une formation, j'ai envie de dire bêtement, de secourisme ou de... Quand vous arriverez deuxième dan. C'est ça, voilà. Et puis alors, vous avez aussi chose qu'à retenir avec le doigt ici, on enfonce, et là, très profondément, on appuie. Et là, il y a... Voilà, ça fait très mal, hein, entre parenthèses. Et là, le sang s'annule, quoi. Voilà. C'est ce que j'ai fait hier soir à 2-3 gars qui saignaient un petit peu du nez pour ne pas salir les tatamis. Ah oui, donc c'est aussi une connaissance du corps. Un petit peu sans être médecin, rien du tout. Oui, eh ben... Ça va réanimer quelqu'un, tout ça, ça fait partie aussi, ça devient indispensable. Il faudrait que je vous fasse voir, à ce moment-là, vous pourriez en faire des photocopies. Sur le bouquin d'Ernez, vous avez des pages où on apprend les réanimations, les endroits qui entraînent à la mort et tout ça. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Donc moi, j'ai fait des schémas et j'ai marqué tous ces points. Et donc, aux élèves qui deviennent première dan et qui ne sont pas pédants et qui veulent bien apprendre les choses, et si ça les intéresse, on les enseigne. Parce que, à mon époque, à moi, il n'y avait pas de SAMU. Il n'y avait pas des médecins qui étaient au coin de la rue. Si vous allez dans ma salle de club, vous allez voir les pompiers, les tas de trucs, le SAMU et tout ça. Pas de SAMU, il y a pas de... Il y a les pompiers qui sont là. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Un doigt qui était retourné, on le remettait en place. On le tirait. On en arrivait même à Kawashi, une désarticulation de l'épaule, de la remettre en place. Et des choses comme ça. Et surtout dans les strangulations, quelqu'un qui s'étranglait ou des coups dans les testicules, qui fait très très mal. Alors donc là, on essaie de redescendre les glandes dans les bourses, mais la douleur persiste toujours. Alors on le met à plat ventre et on va chercher entre... La première et cinquième lombaire, il y a des mouvements que l'on appuie comme ça qui annulent la douleur. Beaucoup de choses. Et encore les choses empiriques, ou quand on a trop de mal, trop d'hématomes, des bains d'eau glacée. Des bains chauds, bien sûr. Et puis après, quand toute la douleur, l'hématome est parti, faire des compresses d'eau chaude, salée, tout ça. C'est des choses que l'on apprend. Et donc pour conclure là maintenant avec le retour un peu sur toute une carrière comme ça sur les arts martiaux, si c'était à refaire, tu redémarrerais plus tôt ou tu redémarrerais à 30 ans? Ah non, je redémarrais beaucoup plus tôt, parce que maintenant, avec les ouvertures que vous avez, moi je pense qu'un enfant, dans le taijitsu, c'est assez compliqué. Moi j'ai des enfants, et des enfants qui m'écoutent bien, parce que ici à Billy-en-Mer, les enfants écoutent bien, c'est les plus assidus. Ils viennent et ils m'écoutent. Et quand ils parlent un peu de trop, je garde le silence. Et ils cherchent pourquoi il y a un grand silence. Tout le monde
s'atténue. Alors il faut trouver des jeux, parce que les fédérations vont vous dire, il faut trouver des jeux. Alors vous trouvez des jeux, mais les jeux, ça excite les enfants. Et après, vous ne pouvez plus les tenir. Ça, c'est aussi c'est des gros problèmes. Donc, on a des cours pour ces choses-là. Mais les meilleurs de cours qui viennent de Pierre, de Paul Jacques, de tout ça, ils ont fait des études, ils ont recherché, c'est sûr, c'est bon. Mais c'est déjà de vous-même que vous devez avoir tout ça en vous. Maintenant qu'on vous apporte de plus grands détails, ça n'est que meilleur, c'est sûr. Mais l'amour de son prochain, c'est soi-même qui le crée. Hein, il n'y a pas dans les arts martiaux, il n'y a pas de secte, tout ça. Hein. Quand je dis l'amour de son prochain, c'est de s'aimer. C'est que l'être humain doit s'aimer et non se haïr. Et alors là j'ai des jeunes élèves, là, pour moi c'est formidable. Je vois dans leur regard, quand ils travaillent avec moi, ils sentent bien que je n'ai plus la force de faire ça ou ça. Et alors je sens un petit relâchement. Ça, c'est une belle chose. Oui, en fin de compte, c'est plus d'amour que de combat, en fait. Plus d'amour que de combat. Et c'est grâce à apprendre les combats qu'on devient plein, vraiment amour. C'est grâce à ça. On ne devient pas méchant, hargneux, ni coléreux. On va vous insulter, c'est pas parce qu'on va vous insulter qu'il va falloir donner un coup de poing dans la figure de quelqu'un. Moi, je sais que on peut m'insulter, rien ne se fait. J'ai eu tout récemment des preuves de cela. J'ai gardé un sang-froid absolu, un calme absolu, en répondant gentiment. Mais des paroles bien méritées, par exemple. Du moment que la main ne se lève pas. Je ne pourrais plus me permettre, à mon âge, après avoir vu toutes ces méchancetés, ces atrocités de la guerre, cette famine, parce que j'ai eu faim dans ma vie, eh bien, on ne peut plus... J'ai un petit trou, là. Par rapport à la méchanceté, tu disais de voir ah oui, c'est quelqu'un ça. qui te parle mal. Ou... Voilà, du moment qu'on ne lève pas la main, je ne bougerai pas. Mais si on lève la main, et j'en suis surpris moi-même, quand on fait par exemple des chouteaux, hein, on part d'une certaine façon à tourner, pas faire mal au personnage. Et quand je vois des adultes qui disent, oh, il part, ils s'entendent dire, oui, bloqué, moi je pourrais faire ça. D'un seul coup, je dis au gars, vous me frappez de plus en plus fort. Mais je dis, faites attention à vous. Et les gars, ils me frappent, et je dis encore plus fort, comme on faisait avec Marc, encore plus fort. Alors, au lieu de bloquer comme ça, je fais simplement ceci. Je travaille mon esprit, je fais là, là. Et là, quand je fais là, ici, tout ici, c'est au bout de mes doigts. Et alors là, wow, ça fait mal. Quand on travaille des couteaux, on travaille un couteau de bas en haut. Alors, bien souvent, dans les bouquins, vous voyez, on peut bloquer là, mais comme disait Marc et tout ça, mais qui a travaillé avec des 9e dan au couteau, le gars, il te plante, il s'investit, il retire, paf, t'es tranché. Alors, de mettre la main là, c'est bien. Au moment qu'il se soit juste dans le temps, oui. Mais c'est pas toujours juste dans le temps. Quand c'est en hiver, que tu es habillé, puis t'as des pantalons collants, tu peux pas. Alors, tu bloques ici. Tu bloques ici. Mais par la vitesse que tu bloques ici, le bras va plier et tu peux recevoir la lame. Donc, tu bloques net. Ça annule complètement le bras d'adversaire. Tu vois, pour voir l'expérience, parce que j'ai une élève, là, ce sont des pauvres filles que j'ai pris en pitié. Pas pitié, il ne faut pas dire ce mot pitié, je l'ai pris en gentillesse, parce qu'elles n'ont plus de sens de vie, plus rien du tout. Et elle est très forte, elle fait 110 kilos, 120 kilos. Et c'est un marin, alors elle en a subi avec les marins, elle a eu toutes sortes de choses invraisemblables. Moi j'ai connu des gars qui étaient dans des états lamentables, qui cassaient tout, machin. On m'appelait toujours Monsieur Bertolini, tu vois. J'ai vu le sang couler, j'ai pensé tout. Alors pour en revenir à ça, tu donnes un coup sec, tu prends la main, alors après, bon, pour comment gratter un puits, tout ça, tu fais des clés, mais ce qui compte, c'est surtout, c'est la parade de l'arme, l'esquive et la parade de l'arme, et après on fait. Moi, je n'ai pas besoin de vous enseigner tout ça, Marc est là pour ça, il sait mieux que moi. Ben écoute, je te remercie, Roland. Alors, à mon passage de 2e dan, que je ne voulais pas faire, puisqu'à mon âge, je me moquais des danes. Oui.
Et donc je me suis présenté pour être homologué à la FFKMA, parce que j'étais homologué au Nyon Tajitsu, mais je n'étais pas homologué à la FFKMA. C'est là qu'un jour, Bouni m'a dit comme ça, ben, présentez-vous, Roland, vous allez bien, vous méritez bien votre deuxième dan, mais présentez-vous pour être homologué à la FFKMA. Je dis non, ça ne m'intéresse plus. Moi j'ai mon petit club, je tout ça. Et puis j'ai pensé, puis je voulais pas. Puis un jour, je me suis décidé pour lui faire plaisir. Alors donc je me suis présenté devant un jury, comme pas mal d'autres jurys. Mais il y a des jurys qui ne sont pas bien, et il y a des jurys que je pensais pas qu'ils auraient été très bien. Alors je me suis présenté devant ces jurys pour passer mon deuxième dan. On m'a fait travailler, mon passage de deuxième dan. Et dans mon passage de deuxième dan, on m'a dit, Maître Bouni m'a dit, ben, vous travaillez comme vous le ressentez. Et j'ai ressenti mon ancien jujitsu, qui s'harmonise très bien. Quand on parle jujitsu, taijitsu, c'est une harmonie avec un esprit un peu différent. Donc, c'est quoi la différence entre jujitsu et taijitsu? Oui, la différence entre jujitsu et taijitsu, je ne peux pas dire qu'en jujitsu c'est plus simple, c'est plus facile maintenant. Ça s'harmonise tous les deux. C'est un travail de l'esprit. Ils sont nobles tous les deux, mais ils sont plus efficaces dans l'esprit de Jiu-Jitsu, c'est plus combat. Quand vous faites une parade ou quelque chose, vous voyez différemment. Vous voyez la parade, ça ne va pas plus loin, parce qu'on pense à faire beaucoup plus mal. Et alors là, on m'a dit, M. Bertolini, vous avez réussi votre deuxième dan. Donc je suis reparti au vestiaire. Bouni est venu me chercher avec rapidité. Roland, dépêchez-vous, les arbitres vous attendent. J'étais en slip, j'ai fait tomber mon montre que j'ai laissé entre parenthèses. Je me suis présenté juste ma culotte et mon maillot de corps. Et c'est là que le jury a décidé, après avoir eu pendant 20 minutes d'entretien oral. Et il m'a dit, Monsieur Bertolini, on ne peut pas vous laisser partir comme ça. Où est-ce que vous avez appris toute cette sagesse et tout cela? Nous sommes tout à fait surpris d'entendre un homme comme vous parler ainsi. Alors donc on vous délivre le troisième dan. Et puis donc je les ai remerciés, je suis parti. Mais dans le fond de moi-même, je me demande si je mérite toutes ces choses-là. Vous voyez, on en vient à une sagesse où vraiment, si on a vraiment le droit de mériter quelque chose. Moi, la plus belle chose, c'est... C'est que les titres ne sont pas si importants que ça, en fait. Voilà, exactement. Exactement. Et quand on m'a fait un peu un reproche de dire que le mérite de la médaille d'argent offerte par la jeunesse et les sports m'avait monté à la tête, à la personne en question, je lui dis toujours, c'est pas la médaille d'argent qui me monte à la tête. Elle vous a monté, vous, à la tête parce que vous ne l'avez pas eue. Mais moi, ce qui compte, c'est pas la médaille d'argent, parce que je ne savais pas que j'allais l'avoir, la médaille d'argent jeunesse et des sports. C'est tous les gens de Bretagne, depuis 8 ans que je suis ici, qui ont dû capter, je pense, cet amour, cette sincérité, sans argent, sans finance, sans avoir envie de quoi que ce soit, ont décidé de se grouper entre eux pour parler de moi. Alors donc, voilà. Quoi. Je crois que mon plus beau cadeau, c'est ça. Ben merci.